Aujourd'hui, nous avons Dr. David Diane Roseman. Il est un interniste à Brooklyn, à New York, et aujourd'hui, il parle de douleurs abdominales. Donc, bienvenue, David. Merci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des douleurs abdominales non traumatiques chez l'adulte. Si vous avez des questions, juste parlez ou levez la main, enfin interrompez-moi, on aura un petit peu de temps pour les questions à la fin. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il vous plaît, juste dites-le moi, histoire qu'on puisse clarifier. Très bien. Je vais commencer. Donc, laissez-moi vous parler un petit peu du plan. On va commencer par parler de l'interrogatoire ou de l'anamnèse. Ensuite, parler de ce qui se passe à l'examen physique. On va discuter un petit peu des tests sanguins et la radiologie qui peut être faite dans ces cas-là. Et pour finir, on va discuter un petit peu de certains cas spéciaux chez les femmes et chez les personnes âgées en particulier. S'il nous reste encore un petit peu de temps, on va parler de quelques cas cliniques. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire que la majeure partie de cette présentation est basée sur une présentation de l'Université de North Carolina, que j'ai traduite. Donc parlons un petit peu de l'interrogatoire. Pardon, je suis en train de bouger ma fenêtre histoire de vous voir. Ok, voilà, ça marche. Je pense que l'interrogatoire ou l'anamnèse, c'est vraiment comme beaucoup de choses en médecine. Là, on a 80% de l'histoire. Il y a plusieurs choses qu'on regarde et on va aller les explorer l'une après l'autre. La première chose, c'est la localisation, le siège de la douleur. Ensuite, on va regarder les types et l'intensité, les projections de douleur, l'installation de la douleur et son évolution, les facteurs influençant la douleur, les facteurs calmants et les facteurs aggravants et les signes associés. Donc, c'est relativement standard comme chose. Donc, commençons par la localisation. Donc, en termes de localisation, il se passe, on divise comme d'habitude le mur abdominal en plusieurs endroits. Et selon là où on regarde, on peut avoir une suggestion qu'il s'agit d'un type de douleur ou d'une autre. Donc, on va commencer par le haut à droite, donc le quadrant haut droit. Dans le quadrant haut droit, on a tout l'appareil du foie et tout l'appareil biliaire. Donc, une douleur qui est ici doit nous faire penser à soit des douleurs biliaires simples, donc qui vont et qui viennent, soit une cholécystite, ou justement une pierre, un calcul qui commence à migrer. On va regarder on va tourner à droite, donc sur le haut gauche de l'épigastre, c'est là où il y a beaucoup plus l'estomac. Donc ça nous fait penser à des pathologies qui sont associées avec l'estomac. Donc des gastrites, des ulcères gastriques ou duodénales et le pancréas qui se trouve par là également. Si on continue notre rotation, on arrive ici à la fosse iliaque gauche et il n'y a pas grand-chose là-bas en fait. Et principalement, ce qu'on va trouver, c'est des diverticulites, souvent chez les personnes plus âgées. Diverticulites qui ressemblent finalement à l'appendicite. C'est la même chose juste de l'autre côté. Si on continue un petit peu plus bas et on regarde à la région hypogastrique, c'est là qu'on va avoir beaucoup des douleurs qui ont à voir avec les pathologies gynécologiques. Ensuite, la fosse iliaque droite, et ça vous le savez, l'appendicite, assez classique. Et pour finir, tout ce qui se trouve autour du nombril, la zone périombilicale. Et pour beaucoup, ce qu'on trouve là-dedans, c'est des douleurs référées. Donc, l'appendicite, typiquement, on peut l'avoir là, c'est des douleurs qui sont pas très précises. C'est des douleurs un petit peu sourdes, souvent. La deuxième chose qu'on regarde, c'est vraiment le type et la progression de la douleur. Et comme je venais parler des douleurs un petit peu sourdes, je pense que c'est un bon moyen d'y penser, en fait, de se demander quel genre de douleur on a. Puisqu'il y a des douleurs viscérales ou splanchniques, qui sont des douleurs des organes à l'intérieur,
qui ont une qualité qui est très différente de la douleur qu'on peut avoir quand on se coupe, disons. Donc c'est une douleur qui est beaucoup plus sourde, beaucoup plus vague. En général, elles sont associées sur un axe beaucoup plus central. Et elles sont souvent difficiles à localiser. Quand vous demandez à un patient où est-ce qu'il a une douleur et qu'il a du mal à vous dire, à vous montrer avec un doigt où est la douleur, ça peut nous faire penser qu'il s'agit peut-être de douleurs viscérales. Donc dans la région épigastrique, c'est là où il y a tout ce qui est l'estomac, le duodénum et tout le système biliaire. Quand on va un petit peu plus bas, on pense à l'intestin grêle, on pense à l'appendice, surtout quand c'est plus avancé, ça devient beaucoup plus vague. Juste au niveau du pubis, on pense au côlon, au gros côlon et au côlon sigmoïde. Donc le deuxième type de douleur auquel on pense, c'est ce qu'on appelle des douleurs référées. C'est-à-dire que c'est des douleurs qu'on sent quelque part, même si leur origine ne se trouve pas à cet endroit-là. Et la manière dont on sent les douleurs référées, ça a beaucoup à voir finalement avec l'embryologie. Puisque quand les choses se mettent en place, tous les tracts nerveux ont tendance à rester et sont déterminés par la manière dont l'embryologie s'est faite. Donc typiquement, quelques exemples de ça, c'est qu'un calcul rénal dans l'urètre peut être ressenti comme de la douleur au niveau des testicules. Ou par exemple, une irritation au niveau du diaphragme peut être ressentie au niveau de l'épaule du même côté, ou au niveau de la clavicule. Les douleurs de type gynécologique, de la même manière, peuvent être ressenties au niveau du dos ou au niveau des jambes parfois. Douleurs biliaires peuvent être ressenties au niveau de l'épaule également. Et ça, vous le savez tous, tout ce qui est les douleurs référées au niveau cardiaque, c'est celles auxquelles on pense en général quand on pense aux douleurs référées, c'est ce qui se passe au niveau du ventre, au niveau du cou, au niveau de la mâchoire et au niveau du bras, typiquement du bras gauche. Ces douleurs référées, on les ressent dans ces endroits-là parce que souvent c'est des nerfs qui sont partagés, ou des chemins qui sont partagés. Et donc on ne va pas réussir vraiment à savoir d'où elles viennent, mais elles ont cette qualité un petit peu différente. Et le troisième type de douleur, donc ça, je vous montre un petit peu une carte de à quoi ça ressemble. Donc vous voyez un petit peu les endroits et où est-ce que c'est ressenti. Typiquement le cœur ici, l'œsophage, on va sentir à peu près de l'œsophage, mais ça peut être un petit peu différent. Finalement, il y a les douleurs aiguës, ce qu'on appelle les douleurs somatiques ou les douleurs pariétales. Et c'est là où on pense à quelque chose d'un peu plus déchirant, quand on pense à se dire, voilà, je ressens comme un coup de couteau, ou je ressens comme une aiguille, juste à cet endroit-là, et on peut le montrer avec un doigt. On pense souvent dans ce cas-là à des douleurs beaucoup plus somatiques, qui sont des douleurs qui sont également beaucoup plus localisantes. Il n'y a plus cette espèce de truc très vague où on se sent pas confortable. C'est plus, voilà, j'ai mal ici, à cet endroit, et pas 10 cm plus haut et pas 10 cm plus bas. Ça peut être des douleurs qui sont associées à une péritonite. Donc, si on regarde les symptômes associés, on peut avoir des rigidités au niveau de l'abdomen, ou on peut avoir de la douleur au niveau de la détente. La qualité suivante qu'on regarde en ce qui concerne comment caractériser les douleurs abdominales, c'est l'évolution et la temporalité. Donc, d'une part, est-ce que ce sont des douleurs qui sont permanentes ou est-ce que ce sont des douleurs qui sont intermittentes? Un exemple de douleur intermittente, ça va être toutes les douleurs coliques, comme ce qu'on peut avoir au niveau du système biliaire, parce qu'il y a une espèce de compression, enfin de la vésicule, qui essaye de faire sortir comme ça le liquide, et si c'est bloqué, on va avoir de la douleur, ensuite plus de douleur. Encore une douleur qui revient et qui repart. On a la même genre de choses pour les calculs rénaux.
où dès qu'il y a une pression qui monte et qui s'arrête, on va avoir des douleurs intermittentes. En contraste de cela, des douleurs permanentes par rapport à par exemple une péritonite, disons, c'est une douleur qui ne s'en va pas. Elle peut varier un petit peu, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui vient et qui s'en va et qui revient et qui s'en va. Une des manières de penser également à la caractérisation de cette douleur, c'est les mouvements. Par exemple, est-ce que le patient va être mieux quand il reste sans bouger ou est-ce qu'il va être mieux quand il bouge? Et selon le type de douleur, on en reviendra, on va avoir une présentation différente. Finalement, au niveau de l'évolution de la douleur, par exemple, on peut avoir le truc classique avec l'appendicite ou avec la diverticulite, qui est une douleur qui, tout d'abord, est assez localisante, mais qui devient plus diffuse au fur et à mesure que le reste du au fur et à mesure qu'une péritonite se développe. Ou typiquement sur les calculs rénaux, on peut avoir une douleur qui commence comme ça au niveau du flanc et qui va, au fur et à mesure que le calcul se déplace dans l'urtère, c'est une douleur qui va également elle-même se déplacer. Donc on va avoir une douleur qui va passer du flanc, un patient qui dit « je commençais à avoir mal au dos ici et maintenant j'ai mal au niveau de l'aine ». Finalement, l'évolution de l'intensité est aussi quelque chose qu'on peut regarder. Le genre de choses typiques, quand on parlait un petit peu avant de pression qui montait et qui s'arrêtait, qui montait et qui s'arrêtait, on parlait des calculs des douleurs biliaires, mais une autre possibilité, c'est cette possibilité de perforation. Typiquement, l'appendicite, c'est une douleur qui monte, qui monte, qui monte, et si il y a une perforation, il n'y a plus de pression, et d'un coup, la douleur descend, mais ce n'est que le début de ce qui va devenir une péritonite. Donc c'est important à regarder. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de délai dans le PowerPoint. Désolé si vous m'entendez parler et que vous voyez les choses un petit peu plus tard. Finalement, on peut regarder tout ce qui est facteurs provoquants et facteurs qui aident. Donc typiquement l'ingestion de nourriture, quand c'est un facteur provoquant, ça nous fait penser à des pathologies au niveau de la vésicule biliaire, au niveau du pancréas, au niveau peut-être d'une ischémie au niveau du mésentère et à certains types d'ulcères. Donc, quand le changement de position, par contre, est un facteur provoquant, ça nous fait penser possiblement, ça suggère un reflux gastrique. Une douleur qui est bien pire quand on s'allonge que quand on est debout, ça va être assez typique de ça. Quand on regarde au niveau des nausées, des vomissements, d'une toux, on peut aussi se demander au niveau de la temporalité, qu'est-ce qui arrive avant quoi? Parce que ça peut nous donner des suggestions différentes. De la même manière, les facteurs améliorants, donc encore une fois l'ingestion de nourriture, certains ulcères sont améliorés quand on mange, certains autres empirent quand on mange. Et dans ce cas-là, tout ce qui est antacide, pansement gastrique, demandez justement aux patients, est-ce que vous avez pris un quelconque médicament? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé? Si on regarde un petit peu les symptômes associés, on a 4 ou 5 choses qu'on peut regarder un peu plus précisément. Donc bien sûr la fièvre, toujours quelque chose de très important en ce qui concerne infection ou pas. Les vomissements, qui est quelque chose de très non spécifique, mais si on en a ou si on n'en a pas, ça peut nous amener à penser ou à exclure les questions d'obstruction gastrique, les questions de stase gastrique, comme on peut avoir beaucoup dans le diabète, pancréatite, et ainsi de suite. La constipation, l'obstipation, donc le fait de ne pas pouvoir passer de gaz, qui peut faire penser soit à une obstruction, soit un iléus paralytique. La diarrhée, les mélénas, donc saignements gastriques ou intestinaux, et les selles sanglantes, qui correspondent plus à des saignements bas intestinaux en général. Quelques questions à poser toujours s'il s'agit d'une femme, à savoir quand est ses dernières règles et s'il y a une possibilité de grossesse. Ça nous fera penser donc à ces deux pathologies.
Les antécédents de chirurgie abdominale sont aussi importants, puisqu'ils peuvent nous amener à penser qu'il y a des adhésions, parfois, qui peuvent causer des douleurs comme ça un petit peu chroniques. Et finalement, tout ce qui est consommation d'alcool pour les ulcères gastriques ou la pancréatite, ou la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, principalement pour les ulcères. Donc voilà un petit peu là où on en est au niveau de l'interrogatoire et de l'histoire en tant que telle. Maintenant, on va répéter beaucoup de ces interrogations au niveau de l'examen physique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'apparence du patient. Est-ce que c'est un patient qui est agité ou est-ce que c'est un patient qui reste complètement immobile? Chez quelqu'un d'agité, on va penser plus à des coliques. Chez quelqu'un qui n'arrive pas du tout à bouger, on pense à une péritonite, par exemple. Est-ce que quand on regarde le patient, est-ce qu'il est jaune? Est-ce qu'il a une jaunisse, un ictère? On regarde ensuite ses signes vitaux pour savoir justement s'il y a des changements orthostatiques qui peuvent faire penser à une hypovolémie ou un choc. On écoute le cœur pour voir s'il y a une nouvelle arythmie, un nouveau murmure, qui peut faire penser à une insuffisance cardiaque après une infarction. Les poumons et la fosse lombaire. Donc la fosse lombaire, on regarde à la percussion pour voir si l'angle costolombaire est douloureux, ce qui peut faire penser à une pyélonéphrite. Au niveau de l'abdomen, on note donc successivement tout cela. L'apparence elle-même, est-ce qu'il est distendu? Est-ce qu'il y a une éruption? Est-ce qu'il y a des bruits digestifs ou pas? Est-ce que s'il y en a, est-ce qu'ils sont aigus, très aigus, ce qui peut faire penser à une obstruction? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le silence complet qui peut faire penser à un iléus? Est-ce qu'il y a une défense au niveau de l'examen, ce qu'on appelle guarding? Ou est-ce qu'il y a une douleur diffuse à la détente, donc rebound? Le premier nous faisant penser plus à une péritonite, alors que le second, la douleur diffuse à la détente, peut faire penser à des douleurs au niveau de la vésicule biliaire et à l'obstruction qui peut se passer avec des calculs là-bas. Est-ce qu'il y a une hernie? Et s'il y a une hernie, est-ce qu'elle est incarcérée? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la remettre en la poussant ou pas? Est-ce qu'il y a des cicatrices sur l'abdomen? Ce qui peut nous suggérer comme ça une histoire d'adhésion. Finalement, à l'examen rectal, est-ce qu'il y a du sang rouge, ou est-ce qu'il y a des selles qui sont mélanotiques qui peuvent nous faire penser à des saignements un petit peu plus au niveau de l'estomac? En ce qui concerne les douleurs abdominales référées, finalement les douleurs abdominales qui ne sont pas d'origine abdominale, on pense à ces 5 trucs typiques: l'infarctus, la pneumonie, une dissection de l'aorte, chez les femmes, tout ce qui est torsion ovarienne, chez les hommes, torsion testiculaire, et au niveau de l'infection urinaire ou infection gynécologique qui peuvent être ressenties également au niveau de l'abdomen. Chez les femmes en particulier, et en particulier chez les femmes en âge de procréer, il faut penser vraiment à tout ce qui est grossesse extra-utérine. Donc une grossesse au niveau des tubes, qui peut être quelque chose de catastrophique si ce n'est pas pris à temps. De manière un peu plus chronique, tout ce qui est kyste de l'ovaire, torsion de l'ovaire, donc qui va et qui vient souvent, endométriose, où on aura une histoire qui va être vraiment une histoire répétée au niveau du cycle menstruel. Donc à chaque fois que j'ai mes règles, enfin une fois par mois, je commence à avoir cette douleur un petit peu partout dans l'abdomen. Finalement, bien sûr, vérifier tout ce qui est décharge vaginale, inflammation pelvique et maladies sexuellement transmissibles comme la gonorrhée ou la chlamydie. Chez les personnes âgées, qui sont un autre cas un petit peu spécial, on pense plus donc au niveau de la diverticulite, c'est quelque chose qui arrive plus chez les gens quand ils ont 50, 60 ans, mais il faut penser toujours que les signes d'infection et les signes de péritonite chez les personnes âgées sont souvent absents et ne sont pas les mêmes. On peut avoir un manque de fièvre, un manque de péritonite, qui pourraient être des choses qui sont très indicatives chez les gens un peu plus jeunes, mais leur absence ne peut pas dire que ce n'est pas ce qui se passe chez les personnes âgées. Donc il faut qu'on ait un seuil de vigilance qui soit finalement beaucoup plus bas. C'est vrai chez les personnes âgées, c'est également vrai chez les diabétiques.
parce qu'il y a souvent des neuropathies au niveau du système nerveux qui fait qu'on ne ressent pas forcément les choses de la même manière. Et chez les femmes également, pour tout ce qui est accident cardiaque. Des questions? Ok, ben, je vais continuer un petit peu sur les tests sanguins et radiologiques qu'on peut faire dans le cadre des douleurs abdominales. Alors, j'ai listé tout un tas de tests, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les faire. Hein. Ça veut dire que selon les situations, on peut regarder quelque chose ou quelque chose d'autre. Donc au niveau de la formule sanguine et de la numération globulaire, ça peut nous faire penser à une infection. Donc regardez, si on pense à une infection, donc obtenir une formule sanguine. Les électrolytes sont quelque chose d'important à obtenir en cas de vomissement et en cas de diarrhée répétée. Tout ce qui est test hépatique, si on pense justement qu'il y a une pathologie au niveau de la vésicule biliaire ou au niveau du foie, ce sont des tests qui vont être importants. La lipase en particulier pour la pancréatite. Si on pense à des infections urinaires ou à des coliques rénales, donc analyser l'urine d'une part pour voir s'il y a des signes d'infection, mais également pour voir s'il y a des signes de saignement qui sont assez typiques des calculs rénaux. Donc tester pour les maladies sexuellement transmissibles, gonorrhée, chlamydie. Finalement, en ce qui concerne les ischémies intestinales et le choc, à voir si on peut mesurer l'acide lactique, ça peut nous donner vraiment une bonne idée de ce qui se passe en termes d'ischémie. Faire une radio des poumons, si l'on suspecte qu'il y a une obstruction ou une perforation, parce que si on voit de l'air sous le diaphragme, c'est quelque chose qui est très diagnostique d'une perforation. Faire une radio abdominale si on pense à un ilus ou si on pense à une obstruction. Finalement, beaucoup de ces choses-là peuvent être vues avec une sonographie de manière non invasive et assez précise si on en a. Donc l'ultrason est vraiment une modalité qui est très importante. Et enfin, bien sûr, la tomographie, avec ou sans contraste, selon les cas. Ce sont tous des choses qu'on peut regarder. Donc, excusez-moi, avec mon chat est sur l'ordinateur. Donc, au niveau de la localisation de la douleur et des tests qu'on peut faire, donc typiquement, les douleurs au niveau du cadran haut droit peuvent souvent être regardées avec de l'ultrasonographie, parce qu'on pense à des douleurs biliaires, on pense à des douleurs au niveau du foie, et beaucoup des autres seront plutôt faites avec une tomographie. Voilà, donc je voulais remercier encore une fois l'Université de la Caroline du Nord parce que je leur ai emprunté beaucoup de cette présentation. Et je voulais vous rappeler également que ce que je viens de faire, c'est vraiment quelque chose d'assez petit, que le diagnostic différentiel des douleurs abdominales est quelque chose de très, très, très grand. Donc voilà une liste non exhaustive, mais j'ai essayé de vous donner comme ça quelques exemples de certaines pathologies qui sont communes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Dr. David. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça fait un plaisir de vous revoir et votre présentation a été tout à fait très utile. Je pense que dans le contexte haïtien, où nous avons beaucoup de limitations à faire des tests paracliniques avancés comme la tomographie qui peut-être n'est pas disponible dans tous les centres hospitaliers. C'est surtout avec les détails cliniques et l'histoire et principalement l'examen physique qu'on va pouvoir faire un diagnostic probable et très, très souvent traité de façon empirique ou encore avec obtenir un diagnostic tout à fait presque sûr en se portant principalement sur l'histoire et l'examen physique et certaines fois les antécédents médicaux. C'est un sujet que tout médecin, tout pratiquant, que ce soit un interniste, un médecin de famille, encore des chirurgiens, vont rencontrer
chez les personnes adultes qui vont se présenter avec des douleurs abdominales, des fois qui sont liées à des pathologies sous-jacentes ou encore des douleurs référées. Donc, c'est une présentation qui a un éventail de diagnostics possibles. Donc, c'est essayer d'obtenir une histoire et faire un examen qui va peut-être avec des fois selon la disponibilité des examens paracliniques pour pouvoir faire un diagnostic assez précis. Donc, je vous remercie pour votre présentation, ça a été très bien. Je ne sais pas si les résidents au Cap haïtien encore à l'HEH ont des questions pour vous.